Bonjour à tous et merci pour cette introduction. Donc pour essayer d'aller à l'essentiel, donc moi je vais vous faire un point un peu plus précis sur l'enherbement sous le rang. Et pourquoi, tout d'abord, en guise d'introduction, on s'intéresse à cette technique. Évidemment, quand on est en viticulture conventionnelle, il y a toute la problématique de réduction des intrants qui est de plus en plus prégnante aujourd'hui. Mais en viticulture biologique, il y a aussi un intérêt vis-à-vis de l'enherbement sous le rang, lié en fait au fait d'optimiser l'organisation du travail et des coûts par rapport au désherbage mécanique sous le rang. Et comme ça a été beaucoup évoqué toute cette matinée, en fait, les couverts végétaux constituent une pratique agroécologique qui rend de nombreux services écosystémiques, donc ça peut être intéressant aussi de les implanter sous le rang. Donc à l'IFV, on a étudié cette stratégie innovante d'entretien du sol sous le rang avec cette question sous-jacente. Est-ce qu'il c'est réalisable d'installer un enherbement sous le rang, voire d'enherber 100% de la parcelle, puisque moi je suis à l'IFV au pôle sud-ouest. Donc les vignobles du sud-ouest sont une zone où l'enherbement des interrants était déjà pas mal développé au moment où on a mis en place des essais d'enherbement sous le rang. Donc cette question. Et les enjeux, c'est de maîtriser bien sûr les impacts sur la production en quantité et en qualité, et bien sûr de prendre en compte aussi et d'évaluer la transférabilité de cette pratique d'enherbement sous le rang. Donc, comme ça a été dit, en fait, on travaille à l'IFV sur l'enherbement sous le rang, on y a travaillé pendant une dizaine d'années, donc de 2006 à 2016. Je vous avoue qu'au départ, quand on a commencé à travailler cette problématique, elle n'était pas aussi porteuse qu'aujourd'hui. Et donc on a des résultats qui ont été obtenus en micro-parcelles, où là on a comparé différentes modalités d'entretien du sol sous le rang avec différentes espèces. C'est ce que je vais vous présenter dans la première partie de ma présentation. Et on a travaillé aussi à l'échelle de la parcelle, pour notamment évaluer l'aspect transférabilité et mécanisation. Donc là, une diapositive un peu chargée, mais on va passer un tout petit peu de temps dessus. Donc on a fait des essais sur l'enherbement sous le rang sur des réseaux de parcelles. Mais là, j'ai pris l'exemple d'une parcelle en particulier pour vous faire un peu une synthèse de ce qu'on a obtenu comme résultat. Donc on a travaillé sur l'enherbement total. Et en fait, un premier constat, c'est de dire que l'enherbement total et permanent, c'est quand même une pratique qui altère le rendement et la vigueur. Mais on verra par la suite que tout ça qu'il y a des leviers pour jouer là-dessus. Donc, les résultats que je vais vous présenter là ont été obtenus sur une parcelle qui était en AOP Cahors et qui était initialement enherbée tous les interrangs. Donc nous, on a introduit de l'enherbement sous le rang. Avec différentes modalités, on a évalué l'enherbement naturel et aussi différents enherbements semés. Et à la période où on a travaillé là-dessus, donc en 2006, on a utilisé des enherbements semés qui étaient des graminées pérennes. Donc, une modalité où on avait un mélange en fait cholérie fétuque, ovine, et un enherbement à base de dactyle. Donc là, les résultats qui vous sont présentés sur le graphe, voilà, c'est l'évolution du rendement en fait sur l'ensemble de nos années d'essai. Et donc ce rendement, il est exprimé, en fait, ça c'est les différentes modalités d'enherbement, donc l'enherbement naturel, la cholérie et le dactyle. Et en fait, chaque année, on a exprimé le rendement en différence par rapport à un témoin qui était désherbé mécaniquement sous le rang. Voilà, comme on est dans une journée bio, on a pris un témoin désherbé mécaniquement. Donc les constats. Déjà, d'une part, effectivement, l'enherbement total, ça entraîne une baisse de rendement par rapport au désherbage mécanique sous le rang. Cette baisse, elle peut être importante, elle peut aller jusqu'à moins 70% de rendement. Cependant, il y a quand même tout un tas de choses à remarquer. Déjà, première chose, on a une forte variabilité en fait, interannuelle et qui est liée au climat. Les effets sont les plus marqués les années sèches. Deuxième chose, finalement, on voit que l'effet climat, il est plus marqué que les différences entre modalités d'enherbement sous le rang. Donc ça, c'est un deuxième résultat. Et après, une chose qui est importante, c'est que là, je vous présente les résultats en différentiel. Voilà, les modalités enherbées par rapport aux modalités désherbées mécaniquement. Mais si on regarde en fait ce qu'il en est réellement en valeur absolue, donc au niveau du rendement réel, ben, là, bien sûr qu'on a mis en place ces essais sur une parcelle qui initialement était quand même très vigoureuse. Et donc ça, ce qu'on voit là, ce sont les chiffres qui sont indiqués, ce sont les rendements en kilos par cep.
Et donc finalement, c'est que sur nos 7 années d'études, dans 5 années sur 7, malgré cette baisse de rendement, on a atteint l'objectif de rendement qu'on s'était fixé en AOP, et ça nous a évité des pratiques comme de l'ébourgeonnage, éventuellement de l'éclaircissage. Donc ça, c'est pour les effets sur le rendement. Si on s'intéresse maintenant sur la même parcelle à la vigueur, là, c'est une autre problématique. On voit que l'impact sur la vigueur, il est différent de l'impact sur le rendement. Et là, on n'a plus cet effet avec cette variabilité entre les années, mais on a quelque chose qui est plus continu. Donc ce qu'on a observé, c'est que finalement, l'intégration de l'enherbement sous le rang, il a entraîné une diminution de la vigueur avec un écart qui s'est creusé les premières années. Donc vous voyez que là, en fait, on a indiqué qu'on a introduit une fertilisation foliaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a laissé la parcelle évoluer pour voir si éventuellement la vigne pouvait s'adapter. On a attendu 4 ans et on a observé cette baisse continue de vigueur sans voir d'adaptation de la vigne à l'enherbement total. Donc nous, dans notre essai, on a introduit en fait une pratique correctrice et on a décidé d'apporter une fertilisation foliaire puisqu'on avait noté en fait que la parcelle était carencée en azote. Et là, il semble en fait que cette fertilisation azotée a enrayé l'effet dépréciatif de l'enherbement total. Donc ça, c'est pour vous faire un peu un bilan de nos essais. Et la conclusion qu'on en a tirée, c'est que quand même, l'enherbement total et permanent est une pratique qui est plutôt à réserver aux parcelles très vigoureuses. Alors, comme je vous disais, les essais qu'on a menés, là, je vous ai montré l'exemple d'une parcelle à Cahors, mais on a mené des essais sur plusieurs parcelles. Et ce schéma, c'est un petit récapitulatif de toutes les observations et mesures qu'on a pu faire. Donc on a parlé de diminution de rendement. En fait, ces diminutions de rendement, elles étaient expliquées à la fois par une diminution du poids des grappes, donc ce qui peut être relié à des effets annuels, mais aussi à une diminution du nombre de grappes, en fait. Et le nombre de grappes, en fait, on s'est aperçu qu'il était plus bas parce qu'on avait un nombre de rameaux primaires moins élevé, ce qu'on a relié à un taux de débourrement, donc ça, c'est des mesures qu'on a faites, plus faible. Et on s'est donc posé la question de la mise en réserve de l'azote, en fait. Là, on pense qu'il y a un effet à la fois annuel, mais aussi un effet pluriannuel. Et ça va dans le sens qu'on n'a pas observé non plus d'adaptation de la vigne. En fait, l'herbe, elle est présente à la fois au printemps, mais également à l'automne, en fait, au moment où les premières pluies automnales arrivent. C'est l'herbe qui va se développer en premier et capter l'azote et va pénaliser en fait la mise en réserve de l'azote. Donc ça, c'est pour que vous compreniez un peu les processus en jeu, et comprendre les processus en jeu, ça aide à piloter les pratiques. Au niveau de la concurrence, le bilan de tous nos essais, c'est qu'on a surtout en fait mesuré sur la vigne une concurrence azotée, au niveau des feuilles et des baies et des mous. Et en fait, la concurrence, la contrainte hydrique, en fait, on l'a plus notée via nos mesures sur les parcelles les plus sensibles. Néanmoins, on sait que eau et azote sont liés, et comme je vous montrais précédemment, les diminutions de rendement qu'on a observées, elles étaient quand même plus marquées, même sur les parcelles peu sensibles à la contrainte hydrique, sur les années les plus sèches. Voilà, donc là je vous ai fait un petit bilan en fait de nos essais sur l'enherbement total, je dis bien total et permanent. Maintenant, on ne va pas rester sur ce constat qui n'est pas forcément positif, on va essayer de voir quels leviers peuvent nous permettre d'envisager l'enherbement sous le rang, malgré cette problématique importante de concurrence. Donc au niveau des solutions pour le pilotage de la concurrence, la première chose à laquelle on pense en fait, c'est bien sûr le choix de l'enherbement, du type d'enherbement sous le rang. Alors bien sûr, on a vu précédemment qu'il n'y avait pas tant d'écart que ça finalement en termes d'impact sur la vigne entre nos modalités d'enherbement. Cependant, c'est quand même un levier à envisager. Donc on va commencer par envisager l'enherbement semé. Alors l'enherbement semé, son gros point positif en fait, c'est qu'on peut maîtriser d'une certaine façon la flore présente. Et quand on est sous le rang, c'est important de maîtriser la flore présente, et notamment on est dans la recherche d'une flore d'espèces qui soient peu poussantes, qui soient capables de couvrir le sol avec une rapidité d'implantation importante. Donc ça, c'est les points positifs qu'on peut retirer de l'enherbement semé. Cependant, en fait, malgré tous les essais qui ont été menés sur l'enherbement sous le rang, on n'a pas encore trouvé l'espèce idéale
qui couvre le sol, qui empêche les adventices de lever et qui soit peu concurrentiel pour la vigne. En fait, on se heurte à une problématique, c'est que d'une part, les espèces peu concurrentielles, en fait, elles ont une faible pérennité et elles sont polluées par les adventices, en fait, ce qui est un frein à la sélection pour les semenciers. Et les espèces qui sont couvrantes et pérennes, en fait, ce sont des espèces qui révèlent assez concurrentielles pour la vigne. De plus, en viticulture, le choix est limité par l'offre des semenciers. Bon, malgré ce constat, je vous ai quand même fait un petit bilan, un petit tableau récapitulatif des principales espèces qui avaient été testées pour l'enherbement sous le rang, avec un peu le côté positif et le côté négatif. Donc ce petit bilan, il est issu des essais de l'IFV, mais également des essais de plusieurs chambres d'agriculture qui ont travaillé sur le sujet et que j'ai cité sur la diapositive. Donc dans les espèces qu'on peut utiliser, dans les types d'espèces, en fait, on a les graminées pérennes. En fait. Alors les graminées pérennes, c'est un peu l'engazonnement. C'est ce qu'on a utilisé pendant longtemps pour l'enherbement des interrants, donc les fétuques rouges, fétuques ovines, coléries, dactyles. Donc là, on les connaît assez bien, ces espèces. Elles sont disponibles, elles sont faciles à implanter, elles couvrent bien le sol, mais elles posent le problème quand même d'une concurrence qui peut être importante. Après, on a quand même un gradient de concurrence parmi ces espèces-là, et celles que je vous ai indiquées sont parmi les moins concurrentielles. Après, on peut se tourner vers des espèces qui soient annuelles, que ce soit des graminées ou des légumineuses. Là, je vais vous faire rapide. L'intérêt, c'est le cycle décalé avec la vigne. Les principaux points négatifs, c'est d'une part leur pérennité et le fait qu'en climat plutôt de type océanique, en fait, sous nos climats, donc que ce soit le sud-ouest ou le bordelais, on se heurte quand même à une problématique de recolonisation du sol par d'autres espèces une fois qu'elles ont terminé leur cycle, ce qui est moins le cas en zone méditerranéenne. Et ensuite, on peut regarder rapidement les légumineuses. Donc l'intérêt des légumineuses, c'est qu'en fait, elles sont capables de fixer l'azote atmosphérique, et donc on peut imaginer qu'elles soient moins concurrentielles vis-à-vis de l'azote. On trouve de plus en plus de légumineuses en fait, disponibles à l'achat, qui sont fléchées pour des enherbements sous le rang. Ce sont des variétés qui ont été sélectionnées pour leur faible pousse. Donc ce sont des choses qui se trouvent, dont la disponibilité augmente. Après, le souci avec ces espèces-là, c'est leur pérennité qui est inférieure à 5 ans en moyenne. Donc, pour faire un petit topo juste sur un petit focus sur les légumineuses, donc je vous disais, un des intérêts des légumineuses, ça peut être de pallier la concurrence azotée exercée par le couvert végétal sous le rang. Et là, je vous illustre ça par des résultats d'essais, donc de l'IFV Sud-Ouest toujours, où on a testé différents types d'enherbement sous le rang qui étaient semés en 2008. Et là, c'est les résultats de teneur en azote assimilable dans les mous en 2010. Et donc, on voit par exemple qu'entre un mélange, qu'entre un dactyle seul et un dactyle auquel on associe un trèfle blanc, on a quand même un gain en termes de teneur azote assimilable dans les mous. Donc ça, c'est une piste pour pallier en partie la problématique de concurrence azotée. Alors voilà, c'est quelques illustrations en fait des enherbements que je vous ai cités. Donc les graminées, coléries, fétuques, dactyles, un enherbement à base de trèfle sur le vignoble, de trèfle blanc sur le vignoble de Cahors. Donc on a d'une part l'enherbement semé, mais bien sûr, ça a été beaucoup évoqué dans cette matinée, il y a aussi la possibilité de faire appel à l'enherbement spontané. Donc pour commencer par les points de vigilance vis-à-vis de l'enherbement spontané, en fait, il y a déjà le fait qu'on ne maîtrise pas la flore présente et de fait, on ne connaît pas le niveau de concurrence à l'avance avant de savoir quelle flore va se développer sur notre parcelle. Et après, ça a été aussi évoqué durant la matinée, en fait, et c'est surtout vrai quand on part d'une situation où on était avec un historique fort de désherbage chimique sous le rang. La couverture du sol par la flore spontanée, elle évolue les premières années, et à l'arrêt notamment, à l'arrêt du désherbage, en fait, on a une flore qui n'est pas très intéressante les premières années, qui peut poser problème, c'est ce qui a été évoqué ce matin. Il faut attendre quelques années avant que cette flore évolue, qu'on soit dans une situation plus stabilisée et surtout qu'on ait aussi une couverture du sol plus intéressante. Donc là, ce que je vous ai indiqué, ce que je vous ai montré, c'est des résultats en fait
sur fronton, et en vert, c'est la flore spontanée sous le rang. Et on voit qu'il a fallu 2-3 ans avant qu'elle atteigne des niveaux de recouvrement du sol qui soient intéressants. Alors ça, c'est pour les points de vigilance. Mais alors, le gros avantage de l'enherbement spontané en tant qu'enherbement sous le rang, c'est vraiment le fait que, en fait, il nécessite peu d'énergie et peu d'énergie pour être mis en œuvre. Et donc, comme on n'investit pas ni d'argent, ni beaucoup de temps en fait, pour mettre en œuvre cet enherbement, on a moins de scrupules à mettre en place ce qu'on appelle une gestion adaptative, c'est-à-dire à pouvoir le supprimer si en fait on estime la concurrence trop importante. Alors là, on a un exemple de gestion adaptative un peu particulier. Donc c'est une photo qui vient d'un essai en fait de nos collègues de la Chambre de la Gironde. Je me demande même si c'est pas Maxime qui l'a prise. Voilà, donc c'est un exemple de gestion adaptative où là en fait on a gardé l'enherbement sous le rang. On part d'une situation où on est 100% enherbé avec un enherbement naturel, en se disant on va garder un enherbement 100% sur 100% de la surface de la parcelle le plus longtemps possible, et le plus d'années possible, mais en cas de problématiques climatiques, on va éventuellement le détruire un interrang sur 2, voire tous les interrangs si on est en année avec problématique de sécheresse. Voilà. Donc là, on a beaucoup parlé, on a beaucoup évoqué l'enherbement sous le rang dans le cadre d'un enherbement total. Mais un levier important pour gérer la concurrence en fait, de l'enherbement, c'est le levier du pourcentage de la superficie enherbée. Et ça, c'est très important, et je pense que c'est un levier qui est même plus efficace, ou au moins aussi efficace que le choix des espèces. Et donc là, je vais illustrer ça par des résultats d'essais également, donc des résultats d'essais qui ont été obtenus en Côte de Gascogne, où on est là sur des vignobles où l'objectif de production est élevé, et on va voir que même avec un objectif de production IGP, on peut garder de l'enherbement sous le rang. Donc là, ce qu'on propose, en fait, c'est, au lieu d'avoir un enherbement sur 100% de la parcelle, on va passer à un enherbement sur les 2/3 de la parcelle, mais on va garder l'enherbement sous le rang et l'associer à un interrang qui va être soit désherbé mécaniquement, soit sur lequel on va pouvoir mettre en place des enherbements temporaires, comme des engrais verts. Alors là, un petit graphique qui va illustrer, en fait, en termes de production, ce que ça implique. Donc là, c'est un essai qu'on a démarré en 2007, où au départ, la situation initiale, en fait, c'était ce qu'on a là-haut. Donc c'était classiquement une parcelle désherbée chimiquement sous le rang, enherbée tous les interrangs. Donc en gros, 72% d'enherbement. Cette parcelle-là, on l'a enherbée en totalité. Et là, bien sûr, on a observé une diminution de rendement importante. On a perdu 40% de rendement. Donc on est resté quelques années comme ça. On a vu que ça évoluait pas et c'était pas acceptable par rapport aux objectifs de production des vignerons. Donc on a évolué et on est dans un cadre d'essai en petites parcelles, hein, donc on ne peut pas tester tous les cas de figure, mais on a détruit l'enherbement un interrang sur 2 sur toutes nos modalités. Et donc là, on passe d'une situation 100% enherbée à une situation enherbée à peu près aux 2/3 de la parcelle. Et là, on avait 2/3 de la parcelle enherbée, et on arrive à 1/3 de la parcelle enherbée. Et finalement, en faisant ça, on voit que dans cette situation-là, où on est à plus ou moins la même proportion de vignes enherbées qu'au départ, mais avec de l'enherbement sous le rang, on arrive à un niveau de rendement qui est tout à fait compatible avec les objectifs de production des vignerons sur la zone. Là, on est en poids de récolte en kilos par pied. Voilà, donc avec l'enherbement sous le rang, on arrive à être de l'ordre de 6-7 kilos par pied. Donc, jouer sur le pourcentage de la superficie enherbée, tout en gardant l'enherbement sous le rang, c'est un levier qui est intéressant. Et là, l'intérêt, en fait, c'est qu'en termes d'organisation du travail, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide de travailler le sol sur l'interrang que sous le rang. Donc là, j'en ai terminé pour tout ce qui est des principaux résultats d'expérimentation sur nos essais en microparcelles. Et je vais vous présenter, pour conclure, en fait, quelques éléments qui sont issus d'un programme de recherche
qui a été financé par l'Agence de l'eau à Dour-Garonne et qui a été mené en collaboration avec la Chambre d'agriculture de la Gironde et la Chambre d'agriculture à Cognac, en fait, et qui visait à tester la pratique d'enherbement sous le rang à l'échelle de la parcelle, afin d'évaluer de manière en conditions plus réelles les aspects pratiques et notamment mécanisation, ainsi que les aspects coûts. Donc je vais vous tirer quelques enseignements de ces expérimentations. Donc au niveau de la mise en œuvre de l'enherbement sous le rang, aujourd'hui au niveau pratico-pratique. Alors aujourd'hui au niveau du semis, c'est relativement facile entre guillemets de préparer le sol à l'aide d'outils Intercept. Il n'existe pas à ma connaissance de matériel spécifique pour le semis sous le rang. Par contre, là je vous ai montré l'exemple d'un matériel pour le semis sous le rang en autoconstruction. Donc, au niveau de l'entretien, je vais passer très rapidement. Ça a été pas mal dit cette matinée et je vois qu'on est tous cohérents. En fait, en termes d'entretien, c'est pas la peine de multiplier le nombre de tontes. En fait, on est sur 2 à 3 tontes en saison, éventuellement une tonte à l'automne, avec une hauteur de coupe pas en dessous de 10 cm. Voilà. Au niveau des coûts, je ne vais pas vous présenter des coûts aujourd'hui parce que, comme on l'a vu, il y a une multitude d'itinéraires possibles, mais juste quelques éléments de coûts. On passe en général, pas forcément de manière beaucoup plus rapide qu'avec un matériel de travail du sol Intercept, mais par contre, l'intérêt de la tonte Intercept, c'est la plus grande fenêtre d'intervention. Donc la vitesse, elle est de 2,5 km/h avec un coût de tondeuse compris entre 8 et 12 000 euros. Alors ce qui est important, c'est de raisonner la mécanisation de façon globale, notamment parce que d'autres opérations peuvent être impactées par l'enherbement sous le rang, comme l'épamprage et le relevage, et de combiner si possible. Et un autre point important, donc il me reste 3 diapositives, c'est avant de partir sur de l'enherbement sous le rang, de savoir de raisonner son itinéraire. On ne déconnecte pas la zone sous le rang de la zone inter-rang. En fait, il faut raisonner de manière globale l'entretien du sol. Et en fait, de là, on s'orientera vers tel ou tel matériel de tonte sous le rang. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ces travaux ont été menés en collaboration avec mon collègue Christophe Gaviglio, qui est dans la salle et qui est expert machinisme, qui pourra répondre aussi à vos questions si vous en avez. Mais en gros, on a 2 systèmes. Un premier système où finalement on va travailler 2 demi-rangs en une fois, qui est plutôt adapté au système d'enherbement total. Voire ce qu'on a pu également tester, c'est de l'enherbement de pied à pied. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus la zone sous le rang de manière spécifique. En fait, on fait des demi-rangs enherbés et des demi-rangs travaillés. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc là, on peut travailler avec ce type d'outil. Après, si on est en vigne, si on alterne un interrang sur 2, enherbement sous le rang, enherbement de l'interrang et travail du sol interrang, là, on va plutôt utiliser des satellites, en fait, des tondeuses Intercept sur mât déporté qui vont permettre de travailler en une seule fois la zone sous le rang. Et si on est en vigne étroite, on peut utiliser le porte-outil de l'enjambeur et on fixe un module de tonte à la place d'un outil Intercept classique. Voilà, un dernier matériel qui existe, donc là qui permet d'augmenter en fait la vitesse d'avancement, ce sont les brosses. Mais comme elles ont un effet plutôt abrasif, on ne va pas les utiliser sur un enherbement semé. On a vu que semer un enherbement sous le rang, c'est compliqué. Donc on va plutôt les réserver à l'enherbement spontané. On pourra discuter de ces aspects matériels plus en détail en aparté. Donc je vais terminer ma présentation. Ma conclusion, en fait, c'est quelques règles de décision pour mettre en œuvre l'enherbement sous le rang. Donc on a vu que le principal frein à l'enherbement sous le rang, c'était la concurrence. L'enherbement total, finalement, c'est la combinaison au niveau de l'entretien du sol qui demande l'entretien le plus simple, mais qui présente le plus grand risque de concurrence. Donc il est à réserver aux parcelles en excès de vigueur, avec une surveillance de l'évolution de la vigueur. Et après, quand on veut mettre en place l'enherbement sous le rang, il faut se projeter et calculer en fait, le pourcentage de superficie enherbée à la parcelle globale en fonction de l'objectif de production qu'on a, et raisonner l'entretien du sol et la mécanisation de façon globale. Donc on combine les pratiques, enherbement sous le rang, combiné avec de l'enherbement interrang, bien sûr, mais aussi du travail du sol ou des engrais verts interrang. Pour se lancer, vu la difficulté de semer sous le rang, c'est pas mal de commencer avec un enherbement spontané sur de petites surfaces et ça permet de tester une gestion plus ou moins adaptative.
Et comme il faut quand même quelques années avant de savoir quelle flore on va réellement avoir sur sa parcelle, en fait, se laisser quelques années. Et si l'enherbement naturel vraiment ne convient pas, penser au semis avec la possibilité d'intégrer des légumineuses, en adaptant bien sûr les espèces et les variétés au type de sol. Voilà. Et pour terminer, en parallèle, bien sûr, il est important de l'importance, en fait, dans le cas de ces systèmes qui peuvent être un peu plus contraignants et plus concurrentiels, l'importance de la gestion de la fertilité du sol est prégnante, en fait. Le statut organique, le statut acido-basique et éventuellement les pratiques de fertilisation, le cas échéant. Je vous remercie de votre attention. Ok, je vous remercie beaucoup pour ce focus passionnant sur le...